Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours à distance d'introduction à l'économie. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser au rôle de l'État. Le rôle de l'État dans l'économie est sujet de débat, voire de controverse entre économistes. Pour les économistes libéraux, au mieux l'État ne sert à rien, au pire il est franchement nuisible pour l'économie. L'interventionnisme de l'État serait la cause principale des crises économiques. L'État n'a pas sa place dans l'économie. Il doit renoncer à ses rôles de producteur et de redistributeur, voire d'arbitre. Pour les libéraux, le marché est capable de se débrouiller tout seul pour produire et répartir les richesses. Au contraire, l'État viendrait fausser le libre jeu des acteurs économiques, déstabiliser l'ordre naturel du marché. L'État, pour de nombreux libéraux, ne doit jouer que son rôle de gendarme. Il doit se limiter à s'occuper des fonctions régaliennes, c'est-à-dire la défense nationale, les affaires étrangères, la police et la justice. Il peut aussi prendre en charge des activités non profitables, non prises en charge par le marché, comme les infrastructures publiques, l'éducation. D'ailleurs, dès Adam Smith, à la fin du XVIIIe siècle, cette idée est évoquée. Également prendre en charge par exemple l'industrie de chemin de fer, proposition de Léon Walras dès le XIXe siècle. L'histoire des économies de marché ne va cependant pas dans le sens d'une disparition de l'État. Les interventions économiques et sociales de l'État ont connu une montée en puissance depuis le XIXe siècle. La loi de Wagner, énoncée en 1863, explique que les dépenses et interventions publiques augmentent plus rapidement que la production. Trois raisons sont avancées. Premièrement, l'amélioration du niveau de vie entraîne un accroissement des dépenses d'éducation. Deuxièmement, le développement économique implique des dépenses supplémentaires en matière de recherche et d'infrastructure. Troisièmement, on a une augmentation des dépenses d'administration générale liées à la nécessaire adaptation de la réglementation à l'industrialisation et à l'urbanisation. On distingue habituellement trois fonctions de l'État, distinction faite par l'économiste américain Richard Musgrave. La première fonction est celle de l'allocation ou affectation des ressources. Il s'agit d'assurer l'efficacité économique, l'usage rationnel des moyens pour satisfaire au mieux les besoins. La deuxième fonction est la distribution, c'est-à-dire assurer la justice sociale, plus exactement la juste répartition du revenu et des richesses. Et enfin, la fonction de stabilisation concerne les politiques visant à éviter les déséquilibres de l'économie nationale, comme le chômage, l'inflation ou la récession. Dans une première partie de notre chapitre, nous pouvons étudier le rôle de l'État en tant que producteur et en tant que régulateur des marchés. Ceci correspond à la fonction d'allocation dans la classification de Musgrave. D'abord, l'État est donc producteur. Il peut assurer la production de certains types de biens. On peut distinguer 4 types de biens et services, à partir de 2 caractéristiques, la non-rivalité d'usage et la non-exclusion. La non-rivalité signifie qu'un bien peut être consommé simultanément par un ensemble d'individus sans que la quantité bénéficiant à un consommateur réduise celle consommée par les autres. La non-exclusion signifie qu'il est impossible d'exclure un utilisateur de l'usage de ce bien. Donc vous voyez sur le tableau les 4 types de biens. Les biens privés purs, les biens collectifs purs, les biens de club et les biens communs. Les biens privés purs font l'objet d'une consommation individuelle, privant les autres consommateurs de la possibilité de les consommer. Il s'agit des aliments, des vêtements. Prenons l'exemple d'une pomme. Une pomme est un bien privé pur. Il y a rivalité. Si je mange la pomme, elle ne peut pas être consommée par un autre. L'exclusion est possible. Il est possible d'exclure un utilisateur de son usage. En l'achetant, je me l'approprie. Le marché fournit de manière assez efficace, généralement, ces biens privés purs. En revanche, de nombreuses activités existent
où le marché concurrentiel est défaillant. L'État doit alors pallier cette défaillance. C'est le domaine des biens et services collectifs purs. Les biens collectifs se caractérisent par une consommation collective. Un grand nombre de personnes peuvent utiliser un même bien ou service en même temps et sans rivalité entre eux. La consommation des uns ne limite pas celle des autres. Par exemple, le réseau routier, la police, l'éclairage public sont des biens collectifs purs. Tous ces biens ont un coût de production. Ce coût doit être couvert par une recette. Or, il est impossible d'exclure les usagers qui ne veulent pas payer. Seule une autorité politique pourra financer ce type de biens grâce à l'impôt. Par exemple, une entreprise privée peut techniquement produire de la défense nationale, peut lever une armée privée. Mais elle ne peut contraindre toute la population du pays à payer ce service collectif. Une fois que le service de défense est produit, chaque habitant en profite, qu'il accepte ou non de payer. Et chacun a intérêt à jouer le passager clandestin, c'est-à-dire de profiter gratuitement du service payé par les autres. L'initiative privée et le marché concurrentiel sont donc défaillants pour la production de ce type de biens. D'où l'intervention de l'État qui est nécessaire pour construire et entretenir les grands réseaux de communication terrestres, l'éclairage public, la police ou encore la justice. La production de ces biens est assurée par les administrations centrales ou locales qui lèvent l'impôt pour les financer. Troisième type de biens, les biens de club. Par exemple, un espace vert, un parc national sont des biens de club. Ils peuvent faire l'objet ou non d'exclusion. Un droit d'entrée peut être par exemple appliqué. Le critère de non-rivalité est vérifié, du moins tant qu'il n'y a pas d'effet d'encombrement. Au-delà d'un certain seuil, l'utilisateur supplémentaire gêne les autres. Les biens de club peuvent être gérés par l'État ou par l'initiative privée. Enfin, les biens communs appartiennent à tous et à personne. Chacun peut les consommer, il n'y a pas d'exclusion. Mais une fois que l'individu s'en est emparé, il en prive les autres consommateurs potentiels. Rentrent dans cette catégorie le poisson pêché dans des zones sans exclusion, comme la haute mer, les espèces animales convoitées comme les éléphants ou les rhinocéros, ou encore les champignons récoltés dans des forêts publiques. Un risque existe d'avoir une surexploitation et un épuisement possible de la ressource. Chaque utilisateur crée un dommage aux autres et pour lui-même en puisant dans la ressource. C'est ce qu'on appelle la tragédie des biens communs, The Tragedy of the Commons. Titre d'un article de Gareth Hardin en 1968. Cet article s'intéresse aux vaines pâtures en Angleterre au Moyen Âge, c'est-à-dire des pâturages accessibles librement à tous. Chaque berger a intérêt à accroître son troupeau. Il en résulte une surexploitation conduisant à l'épuisement de la ressource, et donc à une perte pour tous les utilisateurs. Des mesures spécifiques sont nécessaires, notamment une régulation par l'État, garant de l'intérêt collectif à long terme. Il s'agit donc d'aménager les conditions de l'usage collectif de ces biens communs. Certains économistes libéraux, au contraire, pensent qu'il faudrait attribuer des droits de propriété sur ces ressources. L'absence de droit de propriété clairement défini empêcherait le marché de fonctionner correctement. Ainsi, selon Ronald Coase, il est possible de réaliser l'optimum par l'instauration de droits de propriété librement échangeables. L'idée de Coase a en partie été appliquée. Elle a inspiré le marché des droits à polluer, en Europe notamment. Les pouvoirs publics fixent le volume total d'émissions de carbone autorisées, puis distribuent des quotas d'émissions aux agents économiques concernés. En général, ce sont des industries polluantes. Les droits à polluer sont ensuite échangeables sur le marché, de telle sorte que les entreprises ayant peu pollué puissent vendre leurs quotas à celles l'ayant dépassé. Ainsi, sur le marché créé, la confrontation de l'offre et de la demande détermine un prix. Par conséquent, l'émission polluante comporte un coût additionnel pour le pollueur, censé refléter le coût social.
Le risque d'une telle perspective est la privatisation totale de certains biens, souvent d'ailleurs des biens environnementaux. Attribuer des droits de propriété peut engendrer de fortes inégalités d'usage, des problèmes dans l'égalité d'accès. D'où peut-être l'exigence d'une intervention de l'État dans ces domaines. L'État peut aussi intervenir pour réguler les défaillances du marché. Il est appelé à s'intéresser aux externalités ou effets externes. Une externalité est la conséquence de la production ou de la consommation de certains biens sur le bien-être collectif. Conséquence qui n'est pas prise en compte par le système des prix, par le marché. Les producteurs et les consommateurs ne sont donc pas correctement incités à prendre en compte ces conséquences dans leurs calculs économiques. L'exemple classique d'externalité négative est la pollution. Prenons le cas d'une usine qui pollue son environnement. L'entreprise ne prend en compte que le coût privé et pas le coût social, c'est-à-dire les charges supportées par la société découlant de la pollution. Les riverains, par exemple, subissent négativement la pollution de l'air engendrée par l'activité de l'usine. L'entreprise maximise les nuisances en même temps qu'elle maximise son profit. En cas d'externalité négative, il y a ainsi surproduction par rapport à l'optimum. Prenons le cas maintenant d'une externalité positive. L'exemple le plus célèbre d'externalité positive est celui de l'apiculteur et de l'arboriculteur. L'apiculteur profite de la proximité de l'arboriculteur et obtient un miel de meilleure qualité qu'il pourra vendre à meilleur prix sans avoir à surmonter de coûts supplémentaires. L'arboriculteur ne sera pas payé pour le service indirect qu'il a rendu à l'apiculteur. Mais l'arboriculteur profite aussi gratuitement de la pollinisation de ses arbres, ce qui améliore son rendement sans avoir recours à de coûteuses méthodes manuelles. L'externalité est donc ici positive dans les deux sens. Mais le producteur n'est pas incité à intégrer dans son calcul économique les effets externes positifs. Dans ce cas, le coût privé est supérieur au coût social. Donc, le producteur est incité à produire moins que la quantité optimale. L'État doit donc intervenir pour gérer les externalités, négatives comme positives. On dit qu'il faut internaliser les effets externes, c'est-à-dire amener les agents économiques à intégrer dans leur calcul économique les externalités, négatives ou positives. La solution proposée par l'économiste britannique Arthur Cecil Pigou en 1920 est une solution fiscale. Il s'agit de taxer les externalités négatives et de subventionner les externalités positives. Le coût privé du producteur est alors corrigé et égal au coût social. Le raisonnement des externalités est également valable pour d'autres biens et services. Par exemple, pour la santé et l'éducation. La santé et l'éducation produisent aussi des externalités. On a intérêt à ce que nos concitoyens soient en meilleure santé et mieux éduqués. Cela améliore notre propre environnement sanitaire et social et plus généralement participe au progrès global de la société. Si l'État n'intervient pas dans ces domaines, chaque individu va fixer ses dépenses de santé et d'éducation en comparant leurs coûts et avantages pour lui tout seul. La conséquence est une sous-consommation dramatique de soins et de formation. Seuls les riches pourraient se soigner et envoyer leurs enfants à l'école. Certains types de monopoles peuvent également conduire à une intervention de l'État. Différentes formes de monopole peuvent être distinguées. Le monopole d'innovation est lié à l'invention d'un nouveau produit. Il est temporaire. L'entreprise innovante est rapidement imitée par d'autres producteurs. Autre type, le monopole lié à la surperformance d'une entreprise. Il n'y a pas de raison que ce type de monopole soit éternel. S'il y a facilité d'entrée et de sortie sur le marché, d'autres entreprises viendront la concurrencer.
Le monopole qui nous intéresse ici est le monopole naturel. Dans certains secteurs, les caractéristiques techniques conduisent à la formation naturelle de monopoles. Dans ces secteurs, les coûts des investissements initiaux sont gigantesques. Il s'agit en fait des secteurs caractérisés par des rendements d'échelle croissants, c'est-à-dire qui connaissent une baisse du coût de production moyen quand on accroît la capacité et le volume de production. Prenons l'exemple du réseau de chemin de fer national. Un investissement initial colossal en infrastructure pour construire le réseau ferré est nécessaire. Le coût fixe de production, correspondant à l'investissement initial, est gigantesque, alors que le coût marginal du passager supplémentaire est très faible. Le coût moyen, c'est-à-dire le coût total divisé par le nombre de passagers, est énorme au départ, pour un faible volume d'activité, et continuellement décroissant ensuite. Le même phénomène se retrouve dans tous les secteurs qui nécessitent l'installation d'importants réseaux de communication et de distribution, électricité, gaz, télécommunications. S'il y a un grand nombre d'entreprises concurrentielles, le prix de vente ne permettra pas de couvrir le coût moyen de production. Pour que l'activité devienne rentable, il faut que les producteurs atteignent le volume de production qui permet d'atteindre le coût moyen le plus bas possible. Le marché peut être concurrentiel aux origines de son développement historique, comme ce fut le cas au XIXe siècle dans les pays industriels pour les secteurs de réseau. Puis, le poids des investissements nécessaires pour développer ces réseaux entraîne une concentration des entreprises jusqu'au monopole. L'État doit intervenir dans ce cas car un monopole privé implique un risque d'exploiter une rente au détriment du bien-être collectif. Si on a un monopole privé dans la distribution d'électricité ou dans le réseau de chemin de fer, toute activité pas ou peu rentable est supprimée. Ce qui signifie concrètement plus de services pour les populations qui vivent dans les zones difficiles d'accès. Une entreprise publique n'est pas au service d'actionnaires, qui exigent la réalisation du profit maximal. Ainsi, avec une entreprise publique, les zones difficiles d'accès peuvent être bien desservies, car les bénéfices réalisés sur les segments les plus rentables sont investis pour maintenir le service dans les segments les moins rentables. Si l'on reprend maintenant une logique néoclassique, on sait que l'allocation efficace des ressources exige une vive concurrence entre producteurs, comme nous l'avons vu au précédent chapitre. Un monopole est moins efficace qu'une firme exposée à la concurrence. Il est moins incité à améliorer la quantité des produits. Il fixe des prix supérieurs à ceux d'un marché concurrentiel et bénéficie d'une rente prélevée sur le dos des consommateurs. Un monopole naturel exige ainsi une intervention de l'État, une nationalisation pour atteindre l'optimum social. L'État intervient également dans la réglementation et la régulation des marchés. Il est incontournable pour assurer l'existence même du marché. Le marché nécessite en effet des règles et des procédures de surveillance de ces règles. Par exemple, la concurrence doit être réglementée. Seul l'État est en mesure de créer les institutions nécessaires au bon fonctionnement du marché. Sinon, c'est la jungle, la guerre de tous contre tous. On peut distinguer réglementation et régulation des marchés. La réglementation est l'intervention de l'État sur les modalités de fonctionnement du marché, des entreprises et des consommateurs. Les pouvoirs publics contrôlent par exemple l'entrée des produits sur le marché. Des réglementations existent pour que les produits soient conformes. Des normes de qualité, de non-dangerosité des produits existent. La régulation des marchés est l'intervention de l'État visant à instaurer la concurrence dans un secteur où elle n'existe pas ou très peu, et à concilier la concurrence avec l'intérêt général. On peut prendre l'exemple de la régulation du secteur des télécommunications. En France, 4 grands opérateurs sont autorisés: Bouygues, Free, Orange et SFR. L'État attribue les fréquences, veille à l'absence d'entente entre les opérateurs, tente de prévenir la concurrence déloyale de l'un de ces opérateurs. L'intervention économique de l'État ne se limite pas à celui de producteur ou de régulateur.
L'État est également un État social, ce qui correspond à la fonction de distribution dans la classification de Musgrave. Qu'est-ce que l'État social, qu'on appelle aussi État-providence? C'est une forme d'État ayant pour objectif le bien-être des citoyens. Il dispose pour cela de 3 moyens. Premièrement, la définition de droits sociaux. Par exemple, le droit au travail, le droit à la santé, le droit au repos. Deuxièmement, le versement de revenus de transfert, comme les allocations familiales ou le revenu de solidarité active, le RSA. Troisièmement, l'État social dispose du levier des dépenses publiques dans certains domaines, comme l'éducation ou l'emploi. L'État social repose sur le principe de la justice sociale. La justice sociale est un principe moral et politique qui vise à l'égalité et à la solidarité collective. Cette notion de justice sociale reste subjective. Elle est fondée sur ce qui est socialement inacceptable en matière d'inégalité, c'est-à-dire que sa définition dépend de choix politiques. L'action de l'État social pour une société plus juste repose sur les mesures dites redistributives. Ces mesures redistributives sont de 3 types: la protection sociale, les mesures fiscales et les services collectifs. Intéressons-nous tout d'abord à la protection sociale. Qu'est-ce que la protection sociale? La protection sociale est l'ensemble des mesures visant à réduire, à l'échelle d'une collectivité humaine, les risques sociaux. Les risques sociaux sont les accidents du travail, le chômage, la maladie, la vieillesse, l'invalidité et la pauvreté. Au sein de la protection sociale, on peut distinguer assurance et assistance. L'assurance sociale est un système qui protège les individus des risques sociaux à condition qu'ils aient au préalable cotisé. Elle repose sur le statut de travailleur. En résumé, les cotisations sociales payées par le travailleur salarié permettent d'assurer une protection sociale à lui-même et à ses ayants droit. L'assistance, au contraire, est un système de protection sociale consistant à accorder aux plus démunis un minimum de ressources, sans qu'ils aient eu besoin au préalable de cotiser. Les prestations sociales, c'est-à-dire les transferts en espèces ou en nature versés à des individus ou des familles visant à réduire les conséquences de certains risques, peuvent être de type assurantiel ou bien assistentiel. Par exemple, les pensions de retraite et les allocations chômage relèvent du système de l'assurance sociale. Au contraire, le revenu de solidarité active, le RSA, ou la couverture maladie universelle, la CMU, relèvent de l'assistance. Comment est financé chacun des 2 piliers de la protection sociale? L'assurance sociale est financée majoritairement par des cotisations sociales, c'est-à-dire des prélèvements monétaires obligatoires sur les revenus du travail effectués par une administration de sécurité sociale. L'assistance sociale est quant à elle financée par les impôts. La fiscalité est le deuxième levier d'action de l'État social. 3 formes d'impôts peuvent être distinguées. L'impôt forfaitaire signifie que le même montant doit être payé par chaque contribuable. Par exemple, la redevance audiovisuelle d'un montant de 139 € est un impôt forfaitaire. Deuxième type d'impôt, l'impôt proportionnel, qui implique un taux fixe. Par exemple, la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, est un impôt proportionnel avec un taux normal de 20%. Enfin, l'impôt progressif est un impôt dont le taux varie en fonction de l'assiette. Par exemple, l'impôt sur le revenu est un impôt progressif. Son taux augmente en fonction du revenu. Les impôts progressifs sont plus justes que les autres formes d'impôts. Par exemple, l'impôt sur le revenu permet de réduire les inégalités. Le taux est plus élevé pour les plus riches et moins élevé pour les plus modestes. D'ailleurs, un ménage sur 2 ne paye pas d'impôt sur le revenu. Donc les écarts de revenus sont plus faibles après impôt qu'avant impôt. Enfin, les services collectifs sont le 3e levier de l'État-providence. Que sont les services collectifs? Un service collectif est un service non marchand fourni par des administrations publiques et financé par des prélèvements obligatoires.
Par exemple, l'éducation nationale, la police, la justice, le service public culturel avec le réseau de bibliothèques est un service collectif. En quoi les services collectifs permettent-ils de réduire les inégalités ? Ils permettent de réduire les inégalités puisqu'ils sont accessibles à tous et leur financement repose sur ceux qui en ont les moyens. Si ces services étaient exclusivement marchands, il y aurait davantage d'inégalités et certains individus, les plus modestes, seraient exclus de leur accès. On peut dire que les services collectifs font partie de la redistribution horizontale, en partie du moins. La redistribution, c'est l'ensemble des mesures prises par les administrations publiques, via les prélèvements obligatoires et les revenus de transfert, pour modifier la répartition primaire dans un sens de justice sociale. On parle de redistribution verticale si ces mesures ont pour objectif de réduire les inégalités sociales. Donc la redistribution verticale se passe des riches vers les pauvres. Au contraire, la redistribution horizontale se contente de couvrir un risque ou un besoin, quel que soit le niveau de revenu. Le service collectif de l'éducation nationale fait partie de la redistribution horizontale. Quel que soit le niveau de revenu, il y a gratuité. Mais il permet aussi une redistribution verticale. Les familles nombreuses, qui ont en moyenne un niveau de vie plus faible, en bénéficient davantage. Enfin, et ce sera la dernière partie de notre chapitre, l'État intervient par l'intermédiaire des politiques économiques. On distingue habituellement politique structurelle et politique conjoncturelle. Les politiques structurelles sont les politiques qui portent sur l'évolution à long terme de l'économie et de ses structures. Par exemple, les politiques sociales, la politique industrielle, la politique d'aménagement du territoire sont des politiques structurelles. Les politiques conjoncturelles sont les politiques ayant pour but de faire face aux variations à court terme de l'activité économique. Il y a deux types de politiques conjoncturelles, la politique budgétaire et la politique monétaire. Nous allons étudier ces politiques conjoncturelles qui correspondent à la troisième fonction distinguée par Musgrave, la fonction de stabilisation de l'État. Quels sont les objectifs des politiques conjoncturelles ? On distingue habituellement 4 objectifs. Premièrement, il s'agit d'accélérer la croissance économique mesurée par le taux de croissance du PIB. Deuxièmement, il s'agit d'équilibrer les échanges extérieurs évalués par le solde de la balance commerciale rapporté au PIB. Troisièmement, il s'agit d'assurer le plein emploi évalué grâce au taux de chômage. Et enfin, il s'agit de maîtriser l'inflation mesurée par la variation annuelle de l'indice des prix à la consommation. Ces 4 objectifs peuvent être représentés graphiquement dans le carré magique de Niklas Kaldor. Ce carré permet d'identifier les faiblesses et les forces d'une économie nationale. La situation la pire se trouve au centre. Par exemple, une économie qui connaîtrait un taux de croissance de 0%. La situation la plus favorable se trouve à l'extérieur du carré. Par exemple, un taux de croissance de 10% du PIB. Ces 4 objectifs sont-ils compatibles entre eux ou contradictoires ? Certains sont compatibles entre eux. La croissance économique et le plein emploi. Autre exemple, l'équilibre de la balance des paiements et l'inflation maîtrisée. D'autres objectifs sont contradictoires entre eux. Par exemple, la croissance économique et la maîtrise de l'inflation ne vont pas souvent ensemble. La croissance économique risque également de stimuler les importations et donc de dégrader les comptes extérieurs. Les politiques conjoncturelles, qu'on appelle aussi politiques keynésiennes, vont tenter de corriger les déséquilibres macroéconomiques, donc le chômage, l'inflation, la récession et le déséquilibre commercial, par l'intermédiaire de la régulation de la demande globale. Qu'est-ce que la demande globale ? La demande globale comprend la demande extérieure et la demande intérieure. La demande extérieure correspond au niveau des exportations d'un pays qui dépend de l'évolution des revenus et de l'activité du reste du monde. Quant à la demande intérieure, on peut la décomposer en plusieurs éléments.
Elle comprend la consommation des ménages, qui dépend de leurs revenus courants et de leurs anticipations, optimistes ou pessimistes quant à l'avenir. L'investissement des entreprises fait aussi partie de la demande intérieure. Il s'agit des achats de machines, des constructions d'ateliers ou de bureaux, des dépenses de recherche. Là aussi, l'investissement s'explique en grande partie par des prévisions, par la confiance ou la défiance des entreprises dans l'avenir. Plus exactement, l'optimisme ou le pessimisme des entrepreneurs quant aux débouchés futurs. Enfin, les dépenses publiques sont la dernière composante de la demande intérieure. Par exemple, si l'État décide de la construction d'un hôpital public, cela gonfle les carnets de commandes des entreprises, dans le bâtiment, dans les travaux publics, l'ameublement, l'informatique, l'équipement médical, etc. Les dépenses publiques sont une composante autonome de la demande globale par rapport à l'état général de l'économie. Il s'agit d'une variable politique fixée par le vote d'un budget présenté par le gouvernement devant le Parlement. On peut donc écrire DG est égal à C plus I plus G plus X, avec DG la demande globale, C la consommation, G les dépenses publiques et X les exportations. Nous avons dit qu'il existe deux types de politiques conjoncturelles, la politique budgétaire et la politique monétaire. La politique budgétaire est une politique qui joue sur le montant des dépenses publiques et sur le montant des recettes publiques, principalement les impôts. En cas de récession, l'État doit appliquer une politique budgétaire expansionniste. Il doit augmenter les dépenses publiques et ou diminuer les impôts. En résulte un déficit budgétaire qui a pour effet de stimuler la demande intérieure, ce qui a pour conséquence la relance de l'activité économique. Au contraire, en cas de surchauffe de l'économie, c'est-à-dire d'inflation, l'État doit appliquer une politique budgétaire restrictive. Il doit diminuer les dépenses publiques et ou augmenter les impôts. En résulte un excédent budgétaire ou un déficit moins important qui a pour conséquence de diminuer la demande intérieure et donc d'avoir un effet de ralentissement de l'activité économique. La politique budgétaire est marquée par le multiplicateur keynésien. Prenons un exemple. L'État investit 100 milliards d'euros dans la construction d'infrastructures pour relancer l'économie. Hôpitaux, crèches, routes, etc. Ce plan d'investissement initial produit plusieurs vagues d'effets. La première vague fait que le PIB s'accroît de 100 milliards d'euros. Il s'agit d'une production supplémentaire réalisée par des entreprises de travaux publics et des fournisseurs de divers biens d'équipement. Mais ce n'est pas tout. Les 100 milliards d'euros servent à rémunérer les salariés de ces entreprises, les entrepreneurs, les artisans, les actionnaires, etc. Bref, toutes les parties prenantes à la construction et à l'équipement des infrastructures. Autrement dit, 100 milliards d'euros de production nouvelle, c'est aussi 100 milliards d'euros de revenus distribués. Et une partie de ce revenu supplémentaire est dépensée en biens de consommation. Ceci déclenche alors une nouvelle vague de production. Supposons que les ménages consomment 80% de leur accroissement de revenus et en épargnent donc 20%. Keynes parle de propension marginale à consommer. La propension marginale à consommer est ici de 0,8. C'est-à-dire que sur 1 euro de revenus supplémentaires, 80 centimes est consommé. Alors nos 100 milliards de revenus distribués engendrent une nouvelle vague de production de 80 milliards d'euros. Aux 100 milliards dans les industries de travaux publics et de biens d'équipement s'ajoutent 80 milliards dans les industries de biens de consommation. Et le processus ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas à cette deuxième vague. Les 80 milliards de production supplémentaire impliquent la distribution de revenus équivalents qui seront dépensés et susciteront une nouvelle vague de production, et ainsi de suite. Donc, c'est l'effet multiplicateur. La hausse finale du PIB est un multiple de la hausse initiale de la dépense publique. Mais chaque vague de dépenses supplémentaires est plus faible que la précédente. À la troisième vague dans notre exemple, les 80 milliards de revenus entraînent 64 milliards de consommation supplémentaire.
80 fois 0,8. La production nouvelle ne sera plus que de 51,2 à la quatrième vague, 64 fois 0,8, et d'environ 41 à la cinquième vague, 51,2 fois 0,8. Si l'on va au terme de cette réaction en chaîne, les 100 milliards d'euros initialement investis auront engendré 500 milliards de PIB supplémentaires, soit un multiplicateur d'investissement égal à 5. Le multiplicateur est égal à 1 sur petit s. Petit s est la propension marginale à épargner. Dans notre exemple, elle est de 0,2, puisque 0,8 est la propension marginale à consommer. 1 divisé par 0,2 fait bien 5. Indépendamment de la politique budgétaire discrétionnaire du gouvernement, c'est-à-dire ses choix en termes de politique économique, il existe des stabilisateurs automatiques. En cas de récession, on a une chute du revenu national et une montée du chômage. Cela entraîne automatiquement un accroissement des dépenses publiques et une réduction des impôts. Pourquoi un accroissement des dépenses publiques ? Parce que, par exemple, plus de personnes au chômage engendrent une hausse des dépenses d'allocation chômage et des dépenses d'autres revenus sociaux versés aux ménages. Pourquoi une réduction du montant des impôts prélevés ? Parce que celui-ci est en partie fonction du revenu des ménages. En cas de crise, le revenu des ménages diminue, ce qui fait qu'ils payent moins d'impôts. Autrement dit, en dehors de toute décision politique, la politique budgétaire peut agir de manière contracyclique. Contracyclique, c'est-à-dire dans le sens inverse du cycle économique. Ici, en cas de récession, les stabilisateurs automatiques engendrent un effet de relance de l'activité économique. Enfin, terminons notre chapitre par la deuxième politique conjoncturelle, la politique monétaire. La politique monétaire est l'ensemble des actions entreprises afin d'agir sur le financement de l'économie. Elle est le fait de la Banque centrale. Depuis l'an 2000, la politique monétaire commune aux pays de la zone euro est gérée par la Banque centrale européenne, par la BCE. La Banque centrale nationale, c'est-à-dire la Banque de France, n'est plus qu'un relais pour l'application des décisions de la BCE. Les pays de la zone euro ont donc perdu leur autonomie en matière de politique monétaire. La Banque centrale contrôle la création de la monnaie que les banques commerciales, appelées banques de second rang, utilisent entre elles. Cette monnaie s'appelle la monnaie centrale. On distingue trois fonctions de la Banque centrale. Premièrement, elle veille au bon fonctionnement du système de paiement, ce qui implique deux éléments. D'une part, elle fournit des liquidités aux banques de second rang. Une banque qui se trouve temporairement en déficit de monnaie centrale peut emprunter la somme à la Banque centrale. Au contraire, une banque qui dispose d'un excès peut le placer sur le compte qu'elle détient à la Banque centrale. D'autre part, deuxième élément, la Banque centrale joue le rôle de prêteur en dernier ressort. En situation de crise, le déficit de liquidité d'une banque peut entraîner sa faillite et provoquer un risque de déstabilisation du système dans son ensemble et du fonctionnement de toute l'économie. Surtout si cette banque est importante, un acteur majeur du système bancaire. La Banque centrale peut donc prêter de la monnaie centrale à cette banque en situation délicate. Deuxième fonction de la Banque centrale, elle réglemente et surveille le système bancaire. L'idée est ici d'éviter les prises de risques excessives des banques de second rang. Enfin, dernière fonction de la Banque centrale, elle contrôle la quantité de monnaie qui circule dans l'économie, grâce à la monnaie centrale qu'elle fournit aux banques de second rang et au taux d'intérêt qu'elle fixe, qu'on appelle aussi taux d'intérêt directeur. Quels sont les objectifs de la politique monétaire ? La Banque centrale doit-elle seulement se préoccuper de la maîtrise de l'inflation ou viser aussi la croissance et le plein emploi ? Le mandat de la Banque centrale européenne est exclusivement centré sur une mission de stabilité des prix. L'objectif est d'atteindre une progression annuelle de l'indice des prix à la consommation harmonisé, IPCH,
inférieur mais proche de 2% à moyen terme. Au contraire, la Réserve fédérale des États-Unis a pour mission à la fois la stabilité des prix et la croissance économique. Intéressons-nous maintenant aux instruments de la politique monétaire. La Banque centrale peut agir soit sur la quantité de monnaie disponible, c'est-à-dire la masse monétaire, soit sur le prix de la monnaie, c'est-à-dire le taux d'intérêt. Concernant son action sur la quantité de monnaie, plusieurs variantes existent. L'encadrement du crédit consiste à contrôler le volume des crédits. Le montant des prêts que les banques sont autorisées à accorder est plafonné. L'objectif est de limiter les investissements en période inflationniste. Autre variante de l'action sur la masse monétaire, ce qu'on appelle communément la planche à billets. La Banque centrale peut émettre de la monnaie pour augmenter la quantité de monnaie en circulation, ce qui peut conduire à de l'inflation mais permet de relancer l'activité économique. Enfin, la Banque centrale fixe les taux de réserve obligatoires, c'est-à-dire le pourcentage de leurs dépôts que les banques doivent détenir sous forme de monnaie centrale. Dans la zone euro, ce taux s'élève à 1%. Plus ce taux est faible, plus l'activité des banques en termes d'octroi de prêts est facilitée. Concernant l'action sur les prix, la Banque centrale fixe le taux d'intérêt directeur. Le taux d'intérêt directeur est le taux auquel la Banque centrale prête de l'argent aux banques commerciales. Ce taux va déterminer le coût du crédit dans l'économie, car les banques prêtent aux entreprises et aux particuliers à un taux basé sur le taux d'intérêt directeur, qu'elles augmentent bien sûr pour avoir une marge bénéficiaire. Tout comme la politique budgétaire, la politique monétaire peut être expansionniste ou restrictive. En cas d'inflation, c'est-à-dire de surchauffe de l'économie, la politique monétaire doit être restrictive. Il s'agit par exemple d'augmenter le taux d'intérêt directeur, ce qui fait que les entreprises et les ménages empruntent moins. La demande globale diminue, ce qui a pour effet de ralentir l'activité économique, mais de freiner aussi l'inflation. A contrario, en cas de récession, une politique monétaire expansionniste est à privilégier. La Banque centrale peut baisser le taux d'intérêt directeur. Par conséquent, les entreprises et les ménages empruntent plus. La demande globale augmente, ce qui provoque une reprise économique, mais aussi des risques inflationnistes. Il existe donc une sorte d'arbitrage entre inflation et croissance économique. Enfin, la politique monétaire comporte des limites. Il existe deux cas où la politique monétaire perd toute efficacité. D'une part, si l'investissement est insensible au taux d'intérêt. D'autre part, en situation de trappe à liquidité. Premièrement, l'efficacité de la politique monétaire dépend de la sensibilité de l'investissement au taux d'intérêt. Si l'investissement est très sensible au taux d'intérêt, une petite baisse de celui-ci suffira à provoquer une forte hausse de la demande de biens. A l'inverse, si l'investissement est peu sensible aux variations du taux d'intérêt, une baisse du taux d'intérêt aura peu d'effet sur la demande de biens. Ensuite, deuxième limite, la trappe à liquidité. Le fondement de cette limite est l'existence d'une valeur plancher du taux d'intérêt égale à 0%. Le taux d'intérêt monétaire nominal ne peut être négatif. À un taux négatif, tous les agents ont intérêt à emprunter de l'argent et donc aucun n'a intérêt à en prêter. Donc le taux d'intérêt ne peut descendre en dessous de 0%. Quand le taux d'intérêt a atteint sa valeur plancher, la politique monétaire ne peut plus fonctionner. La Banque centrale a beau injecter de la monnaie, le taux d'intérêt et l'investissement ne réagissent plus. En cas de trappe à liquidité, deux moyens peuvent être utilisés pour accroître le revenu national pour relancer l'économie. D'une part, l'État peut recourir à la politique budgétaire. Et dans ce cas-là, on a une efficacité maximale de la politique budgétaire. D'autre part, la politique monétaire non conventionnelle peut être utilisée par la Banque centrale. On parle alors d'assouplissement quantitatif ou qualitatif. L'assouplissement quantitatif, quantitative easing en anglais, signifie une injection massive de liquidités dans le système financier. Par exemple, de mars 2015 à décembre 2018, face au risque de déflation, la Banque centrale européenne avait acheté des titres tous les mois sur les marchés financiers
pour un total au final de 2600 milliards d'euros pour soutenir la zone euro. Quant à l'assouplissement qualitatif, en anglais qualitative easing, il implique d'élargir la liste des titres qui peuvent servir de contrepartie lors des opérations d'injection de liquidités par la Banque centrale. Et voilà, c'est fini pour ce chapitre sur le rôle de l'État dans l'économie. Pour résumer, l'État a un triple rôle. Un rôle de producteur et de régulateur, un rôle de redistribution, c'est l'État social, et enfin un rôle de stabilisateur par l'intermédiaire des politiques économiques conjoncturelles.